Bien, mesdames et messieurs, je suis très heureux de vous accueillir dans ce bel auditorium du Palais des Beaux-Arts de Lille, qui, ça ne se voit pas trop, mais il y a déjà une trentaine d'années. Donc je suis très heureux d'accueillir dans ce auditorium une association centenaire. Et je le fais au nom de Madame le maire, Martine Aubry, qui vous prie de bien vouloir l'excuser de ne pas pouvoir être présente aujourd'hui, et Marie-Pierre Bresson, l'adjointe à la culture, qui m'ont donc proposé effectivement de faire ce mot d'introduction dans cette colloque qui vous réunit cette année pour la 100e fois. Alors, effectivement, nous souhaitons tous être centenaires. Vous êtes centenaire et donc je vous en félicite parce qu'effectivement, c'est une chose qui mérite effectivement un peu d'attention et mérite d'être célébrée. Et c'est bien aimable à vous d'avoir choisi la ville de Lille pour cet événement mémorable. Et voilà. Et donc, je vous souhaite le meilleur pour les années à venir et la centaine d'années qui vous reste à parcourir, évidemment, avant d'autres centenaires. Je salue M. Hilaire Multon, qui est ici présent, directeur régional des affaires culturelles, qui nous fait l'amabilité d'être parmi vous. Madame la conservatrice et présidente. Alors, je lis le tout parce qu'effectivement, il y a l'Association nationale des conservateurs du patrimoine et des professionnels de musées et des autres patrimoines publics de France. Voilà. Donc, on a effectivement une assemblée générale extrêmement élargie pour rassembler effectivement toutes les personnes qui portent aujourd'hui auprès des Français ce qu'est une partie de notre culture et effectivement une part de la culture européenne. Et effectivement, c'est une mission importante qui vous est déléguée. Donc, Madame Catherine Cuenca, que j'ai rencontrée, qui est présidente de cette association. Je salue également Laure Dalou, qui est la représentante régionale des Hauts-de-France, que j'ai aussi aperçue ce matin. Et puis, j'en profiterai effectivement pour vous dire que j'ai effectivement connu quelques-unes de vos prédécesseurs dans cette fonction, puisque j'ai abondamment connu Aude Cordonnier, et puis bien avant, au siècle dernier, Dominique Simusiac, qui ont été parmi vous effectivement des éléments fondateurs et qui ont porté effectivement, je crois, assez fortement cette dimension régionale dans votre association et ont su insuffler à l'association nationale quelques orientations qui ont peut-être marqué le trajet de vos dernières années. Je remercie également Laurent Roturier, président de l'association des directeurs et directrices de direction régionale des affaires culturelles, qui est parmi nous, et Bruno Girvaud, bien évidemment, le directeur du Palais des Beaux-Arts de Lille et de l'Hospice Comtesse, puisqu'effectivement ces deux établissements sont placés sous sa haute vigilance et direction. Vous avez choisi Lens et Lille. Effectivement, c'est un équilibre judicieux pour parler de patrimoine et pour parler de culture. Je pense qu'effectivement, nos deux villes, comme l'ensemble de la région, comme beaucoup d'autres villes de la région, foisonnent de lieux muséographiques et que ces lieux, ces expositions que vous offrez, que vous ouvrez, nous venons ici à Lille de terminer un cycle Utopia qui effectivement a rassemblé plus d'1 million de visiteurs, donc je crois que même 1,5 million de visiteurs, donc c'est effectivement des événements culturels importants et l'ensemble des musées de la région effectivement participent de ce mouvement pour que la culture et que ce regard sur les arts deviennent un élément fondamental de notre art de vivre. Et effectivement, nous avons ici à Lille l'ambition de cultiver un art de ville et un art de vivre qui nous permet effectivement d'accueillir avec abondance tout un tas de visiteurs. Et nous en sommes contents d'année en année et de décennie en décennie, puisque effectivement, étant arrivé à Lille en 1980, vous voyez, c'était quand même il y a quelques années, tout le monde sait effectivement l'état de la ville à ce moment-là n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui et que la splendeur qu'on peut regarder dans les rues et au quotidien, tout cela effectivement a été un peu effacé par le siècle de l'industrie et par les turpitudes qui s'en sont suivies.
Lille est aujourd'hui une ville d'art et d'histoire. C'est également une ville au patrimoine mondial avec un beffroi. Alors un beffroi sur deux seulement. C'est une bizarrerie peut-être parce qu'effectivement Dunkerque a deux beffrois. Voilà, parce qu'il y a eu des cloches qui sont arrivées dans une tour et puis l'église en face qui également avait des cloches. Bon, donc nous n'avons qu'un beffroi parce qu'effectivement c'est le beffroi de l'hôtel de ville qui a un peu supplanté le beffroi de la chambre de commerce et d'industrie, bien que évidemment chacun sait que l'échevinage de Lille avant effectivement la Révolution française était un lieu qui concentrait à la fois les pouvoirs qui sont aujourd'hui ceux du commerce et de l'industrie, qui sont personnifiés par donc le beffroi de Cordonnier, de la Chambre de commerce et d'industrie. Et puis, en 1936, est intervenu le beffroi de l'hôtel de ville, qui est un peu plus haut que le précédent, évidemment, parce qu'il fallait que la puissance de la commune puisse se supplanter celui du commerce et de l'industrie. Donc voilà quelques éléments d'histoire de cette ville. J'espère effectivement que vous aurez l'occasion, que vous avez l'occasion eue hier soir, et puis que vous aurez l'occasion peut-être demain de continuer à visiter notre belle ville. Il y a effectivement une abondance de musées. Le musée d'histoire naturelle qui est, vous le savez, en reconversion, avec un programme important et un investissement important de la part de la ville pour lui redonner à ce musée qui a des collections qui passionnent, je crois, le monde, enfin, tout ce plan de la culture. Le musée de l'Hospice-Comtesse, voilà, qui aujourd'hui demande également aussi peut-être quelques travaux de rénovation sur quelques salles de ces bâtiments, mais qui, voilà, depuis sa fondation, est une personnification de l'histoire de la ville. Et puis ce Palais des Beaux-Arts de Lille, qui est effectivement, vous le savez, une des plus grandes collections de France. Après, bien évidemment, le Louvre, mais on ne peut pas se comparer au Louvre. Voilà, bon, restons dans nos dimensions, et nous avons la chance, effectivement, d'avoir dans ce Palais des Beaux-Arts de Lille, qui date de 1892, si ma mémoire est bonne, des collections d'État, et puis un fonds iconographique important qui permet effectivement à Bruno Girvaud et à tous ceux qui l'ont précédé de construire exposition après exposition et de continuer à attirer des visiteurs internationaux, puisque grâce au TGV, bien évidemment, qui est arrivé ici un jour, nous avons pu reprendre position sur une cartographie européenne, et vous savez que c'est important aujourd'hui pour la dynamique des cités. Voilà, je vous remercie encore une fois de votre présence. Je vous souhaite une excellente journée de travail. Je vous invite à visiter toutes les expositions lilloises. Je vous inviterai également, mais c'est une note un peu humoristique, à visiter la librairie du Musée des Beaux-Arts, puisque vous y trouverez tous les ouvrages qui relatent les expositions qui ont eu lieu dans ce bâtiment et de manière un peu ancienne, donc un fonds documentaire tout à fait important. Et puis également, vous y trouverez un livre sur l'histoire de Lille. Et j'ai eu le plaisir hier de voir qu'il était présent. Et si vous en avez fait l'acquisition, j'aurai le plaisir de vous en donner la dédicace. Je vous remercie. Donc vous savez qu'on fête le centenaire de la GCCPF et 100 ans, on a fait face à beaucoup de changements. Donc ce matin, en cohérence avec les changements qu'on a connus dans la profession depuis un siècle, il y a un changement de programme. Nous commencerons donc en premier lieu par la table ronde qui était prévue, la deuxième dans le programme, qui s'intitule « La transformation et les enjeux des musées ». Suite à quoi nous sommes en train de tenter de parvenir à avoir une connexion avec l'adjointe au maire d'Issoudun, Madame Cazé, qui représentera l'Association des musées de France. Et dans l'espoir d'établir cette connexion, la première des tables rondes interviendra en deuxième. Voilà, je vous remercie.
Non, j'ai pas l'impression que ce soit là. En fait. C'est quelle table ronde? C'est la 9. Oui, c'est ça. Alors, bonjour à vous tous et toutes. Je suis là pour modérer cette table ronde numéro 9 qui devient table ronde numéro 8. Donc, nouvelle journée, nouveau lieu, nouvelle technique, excusez-nous. On commence par un petit calage pour voir comment on peut prendre la main sur les PowerPoint. Voilà. C'est bon? Voilà. Très bien. Ça, c'est l'attention de mes camarades. Il faut absolument qu'on s'arrête à 10h15. Donc, on va être plus deux à être attentifs au chrono, puisqu'on a le rendez-vous avec la représentante de l'Association des maires de France. Donc, je n'y suis pas là. Donc, les 2 jours précédents, nous avons évoqué l'histoire de notre profession, son organisation. Nous avons parlé de la loi des musées, des formations, de nos origines diverses à chacun. Et aujourd'hui, on va s'attarder plus particulièrement sur l'évolution de ces musées, le monde qui change et quelle est la place des musées dans ce monde qui change. Donc, nous allons aborder 3 thèmes plus particulièrement par rapport à cette transformation dans le monde des musées. Alors, vous allez voir, ce sont des thèmes qui sont déjà bien amorcés. Et nous allons essayer de voir comment ils peuvent nous accompagner dans notre avenir plus ou moins incertain. Donc, nous allons parler de la question des mutualisations des musées, puis du mécénat et enfin de la place du numérique dans ce changement. Donc, je vais laisser la parole en premier lieu à Pierre Pénicaud, qui est inspecteur général dans la spécialité PSTN et qui va nous présenter une longue étude qui est publiée désormais sur la question des mutualisations des musées. Bonjour, bonjour à tous. Merci à la GCCPF de nous avoir invités. Je dis à nous parce qu'en fait, je parle aussi au nom de l'autre co-auteur de ce rapport qui est Bruno Saunier, qui est mon collègue à l'inspection dans le collège musée. Et donc, alors pour vous expliquer un petit peu ce que c'est que cette inspection des patrimoines. L'inspection des patrimoines, c'est donc un service qui est placé auprès du directeur général des patrimoines et de l'architecture et qui regroupe en fait des inspecteurs de différentes spécialités. Donc c'est un lieu de transversalité puisque nous avons, donc il y a le collège musée et patrimoine scientifique, technique et naturel. Je salue David Liot qui est notre 3e collègue dans ce collège. Et il y a un collège sur les archives, un collège pour les monuments historiques et l'inventaire, il y a un collège pour l'architecture et les espaces protégés, et il y a un collège pour l'archéologie. Voilà, alors, donc, nos missions à l'inspection, c'est des missions d'inspection, évidemment, mais pas que. Nous pouvons proposer aussi des études, et il se trouve que quand je suis arrivé en 2019 à l'inspection, Bruno Saunier, donc mon collègue, m'a proposé de mener une étude, et on a proposé donc au directeur général des patrimoines et d'architecture, une étude sur les conséquences des réformes territoriales sur l'organisation des musées. Et donc, nous avons, avec Bruno, mené cette étude donc entre 2019 et 2020. Nous avons, pour avoir une image un petit peu de ces conséquences, choisi une quarantaine d'exemples répartis sur l'ensemble du territoire métropolitain et même outre-mer, puisqu'on a pris comme exemple aussi la Réunion. Et on a décidé d'avoir des exemples les plus variés possibles. Vous voyez tous les exemples qui apparaissent sur cette carte de France. Donc le territoire était bien représenté et surtout une variété à la fois au niveau des régions, des départements, des EPCI divers et variés et des communes, et en ayant à la fois des métropoles comme des communautés de communes et des communes très rurales. Donc cette étude, c'était
deux volets. C'était à la fois les conséquences donc, des réformes territoriales, et puis il se trouve qu'on en a longuement parlé lors des deux précédentes journées, toutes ces réformes concernant le patrimoine et les musées, la loi musée, mais aussi l'intégration dans le Code du patrimoine, et puis la loi LCAP, par exemple. Alors, donc deux évolutions en fait législatives, une sur le patrimoine et une sur les territoires. L'évolution législative sur les patrimoines nous a montré qu'en fait, le Code du patrimoine ne dit pratiquement rien sur comment doivent être organisés les musées. Donc c'est laissé vraiment à la liberté des collectivités territoriales, puisque c'est la majeure partie des musées en région en particulier sont des musées qui appartiennent à des collectivités territoriales. Par rapport aux évolutions législatives sur le territoire, bon, je pense que je ne surprends personne pour dire que c'est très complexe, c'est absolument pas stabilisé encore au niveau en particulier des EPCI sur les compétences qui vont être prises, d'autant plus que la compétence culture est partagée. Donc on va se retrouver dans des tas de cas de figure très très différents, et c'est cette variété qu'on a essayé d'analyser. Alors, l'étude est en ligne, donc vous pouvez la consulter, elle est sur le site du ministère de la Culture. Alors, les conséquences résultant véritablement des changements de l'organisation territoriale. Alors, je vais passer par grands types de collectivités. Au niveau des régions, bon, les régions avaient une longue tradition sur les musées à travers le FRAM et les FRAR. Et puis, on a intégré aussi dans cette étude l'existence des FRAC. Alors, ce ne sont pas des musées, bien que certains commencent à devenir presque des musées dans leur fonctionnement. Une chose est intéressante aussi, c'est en ayant récupéré les services de l'inventaire, certaines régions ont commencé à développer de véritables services culture et patrimoine et s'occupent indirectement des musées de leur territoire. Et puis, une chose aussi c'est des tendances qu'on a vues, c'est que, alors qu'il n'y avait pas de musées régionaux, eh bien, il commence à y en avoir. Il y a quelques musées régionaux qui commencent. Alors, il y a des musées régionaux qui sont devenus régionaux parce que les départements, d'une certaine manière, ont fusionné avec leur région. Je pense à la Corse. Mais vous avez aussi des musées régionaux. Je pense à Narbovia, par exemple, qui est un musée nouveau. Au niveau des départements, il faut distinguer deux choses. Il y a les départements qui possèdent des musées, et en fait, c'est à peu près la moitié des départements français qui possèdent des musées en propre, et donc forcément qui les gèrent et qui ont une politique par rapport à ces musées. Et puis, il y avait aussi ce qu'on appelait les conservations départementales des musées, qui ont fleuri à la fin du siècle dernier, et la tendance un petit peu générale, mais encore une fois, c'est des tendances, et vous trouverez tous les cas de figure. C'est plutôt, on a eu le sentiment que ces conservations départementales étaient plutôt en décroissance, les départements étant chargés de beaucoup d'autres missions, et donc ayant laissé peut-être un petit peu tomber cette mission concernant le patrimoine et les musées. Et les plus grands changements, évidemment, c'est avec la création de ces EPCI. Et là, c'est aussi très, très, très contrasté, mais il y a quand même une tendance au transfert des musées de la commune ou des communes vers le PCI, que ce soit les communautés de communes, les communautés d'agglomération, les communautés urbaines ou les métropoles. Mais par contre, on voit bien qu'il y a quand même une différence et que cette tendance, elle est beaucoup plus marquée au niveau des gros EPCI et au niveau des métropoles, un certain nombre de transferts. Alors ça, c'est extrêmement varié. Je vais donner un exemple qui est frappant. C'est Toulouse, où en fait, par exemple, le muséum est passé à la métropole. Les autres musées sont restés à la ville, mais il y a eu une direction des musées, parce que ça, c'est une autre tendance qu'on a pu observer dans un certain nombre de PCI ou de communes. Les musées sont restés donc à la ville, dans une direction des musées, mais le directeur des musées
c'est le directeur du Muséum d'histoire naturelle, c'est-à-dire qui, lui, dépend de la métropole. Donc, vous voyez ces organisations assez complexes qui peuvent se mettre en place. J'ai Pierre-Antoine Gérard, qui est de Nancy, c'était un autre exemple qu'on a pris. On retrouve un autre cas de figure de transfert. Ce qu'on a remarqué aussi, c'est que les musées ne sont pas les plus touchés par ces transferts. Par exemple, la lecture publique a été beaucoup plus touchée, ou par exemple les établissements d'enseignement culturel, je pense aux conservatoires, aux écoles de musique, etc. Ce qu'on peut dire, notre conclusion, c'est qu'il y a des choses qui se passent, il y a des tendances, mais ce n'est absolument pas stabilisé. Il y a quand même une tendance qui nous a marqué, et c'est le sujet de mon intervention, c'est une tendance aux mutualisations de services, quel que soit le niveau de la collectivité territoriale. Mais encore une fois, cette tendance est extrêmement variée, et je vais vous en parler un petit peu. Alors, il y a des exemples de direction. Alors, d'abord, mutualisation qui concerne les musées. Il y a des directions anciennes. Marseille est représentée, et c'est une direction des musées qui est très ancienne. Il y a d'autres directions, on pense à Strasbourg aussi, et puis il y a des directions nouvelles. J'ai parlé de Toulouse, j'ai cité Nancy, où il y a deux directions de musées, une à la métropole et une à la ville. Donc des organisations qui sont encore une fois très variées, mais une certaine tendance. Et je viens d'apprendre que Bordeaux était en train de réfléchir aussi à des mutualisations. Ces directions nouvelles, ces mutualisations ont des contours aussi assez variés, mais on a quand même, et ce n'est pas très étonnant, des grandes tendances sur l'organisation de pôles. Pôles, par exemple, il y a des pôles administratifs, des pôles collections et des pôles publics. Bon, ça n'étonnera personne, on retrouve un petit peu l'organigramme qu'on pouvait avoir à l'intérieur d'un musée, mais on va le retrouver au niveau des directions de musée. Ensuite, alors, il y avait quelque chose qui pouvait inquiéter les conservateurs, c'est que les directions de musées soient confiées à des administratifs. Vous savez, c'est la grande crainte qu'on peut avoir, c'est qu'on remplace les directeurs d'établissements qui étaient à l'origine des conservateurs par des personnes qui sont plutôt issues de la filière administrative. Mais en fait, non, on n'a pas vraiment observé cette tendance. En général, c'est quand même des personnels scientifiques qui restent à la tête de ces organisations. Parfois, le directeur des musées n'est que directeur du musée, de l'ensemble des musées, et n'a pas en propre un musée. Et puis parfois, ce n'est pas le cas. Je pense à Rouen, où le directeur des musées était aussi le directeur du musée des Beaux-Arts. Alors je vais vite. Donc, une des questions qui est intéressante, c'est quand on a une direction des musées, qu'est-ce qu'on fait ? On garde chacun son PSC, ou on fait un PSC mutualisé ? Bon, voilà, c'est des idées qui sont aussi intéressantes à creuser. Mais alors, l'autre grande tendance qu'on a pu voir, très intéressante, c'est qu'il y avait des mutualisations avec d'autres champs du patrimoine. Musées et sites. Musées et sites archéologiques. Alors, ça peut être classique pour les musées d'archéologie, mais ces tendances peuvent arriver. La tendance aussi entre musées et services patrimoniaux en charge des villes ou pays d'art et d'histoire. Donc ça, ce sont des choses qui existent. Il y a des choses anciennes qui concernent plus les musées scientifiques. Souvent, c'est musées et universités, musées et collections vivantes, évidemment, avec les zoos et les parcs. Et puis, on a même pu retrouver des mutualisations entre musées, archives, musées, bibliothèques, etc. etc. Ce qui est vraiment frappant, c'est que dans les collectivités, on a une tendance à une vision globale du patrimoine sur le territoire. C'est ce que reflètent en fait ces grandes tendances. Alors, très rapidement, donc les avantages et les inconvénients, ou les écueils et les limites des mutualisations. Bon, on l'a déjà dit, l'union fait la force. C'est vrai que 3 petits musées qui deviennent une direction de musée un peu plus importante, ça a plus de poids. Que la diversité fait la richesse, c'est très enrichissant
ces idées de transversalité. La méthodologie du projet scientifique et culturel et éducatif qui est issu des musées diffuse dans d'autres champs du patrimoine. On les retrouve maintenant dans les archives, les bibliothèques, ça ce sont des choses intéressantes. La méthodologie aussi du projet de service, et donc ce que je disais, une vision globale du patrimoine sur le territoire. Les écueils et les limites. Alors très souvent, l'origine d'une mutualisation, c'est qu'on se dit on va faire des économies. Bon, ça ne marche pas. D'abord parce que c'est difficile de faire des économies quand déjà les établissements indépendants étaient un petit peu à l'os. Il y a la limite de la polyvalence, puisque ça introduit une certaine polyvalence, ces mutualisations, et donc on sait bien qu'il y a quand même besoin de spécificité scientifique. L'écueil de la complexité, je pense aux organisations et aux organigrammes, puisque des personnes qui peuvent être dans un établissement ne vont pas être sous la responsabilité du directeur de l'établissement, mais d'un autre service. Et ça, je pense que c'est une tendance profonde et il faut qu'on s'y adapte. On n'est plus dans l'organigramme classique. Bon, voilà, c'est un fonctionnement nouveau, mais qui ne touche pas que le monde des musées. Ça touche, c'est beaucoup plus large que ça. Il y a une difficulté qui est un vrai écueil à la mutualisation, c'est quand les établissements sont distants. Je pense à quelques musées nationaux, par exemple Sèvres et Limoges, qui, d'une certaine manière, ont mutualisé, et c'est très compliqué. C'est beaucoup plus facile de travailler pour le musée Adrien Boucher avec le musée de l'Évêché qu'avec le musée de Sèvres, pour aller très rapidement. Et l'autre grande difficulté, c'est dans la mutualisation, il y a le risque de perte de personnalité de l'établissement. C'est-à-dire, je ne sais pas moi, le musée de Beaux-Arts va perdre un petit peu de sa personnalité parce que englobé dans une grande direction des musées. Voilà, donc quelques points de questionnement. On en a parlé, j'en ai parlé tout à l'heure avec quelqu'un. Le problème, quand on transfère le musée, on transfère la propriété ou non, etc. Et donc ça repose toutes les questions sur le statut des biens qui sont affectés au musée et à qui ils appartiennent. Est-ce que d'avoir plusieurs propriétaires, c'est un problème ou non? L'organisation en réseau est vraiment très importante, quel que soit le niveau de la collectivité. Et puis, on a vu aussi une tendance marquée à l'implication de plus en plus forte des citoyens, des habitants du territoire, à la politique des établissements culturels. Et c'est ça qui nous a un petit peu poussé à une deuxième étude, dont je ne vais pas parler aujourd'hui, mais je veux vous la citer, et elle est aussi en ligne, sur la participation, le bénévolat et la participation des citoyens aux politiques des patrimoines. Merci. Oui, je ne sais pas si vous avez... Je peux passer le diaporama. Un grand merci, Pierre. Alors, ça ne se voit peut-être pas, mais on se livre un exercice très compliqué. C'est vrai qu'on avait 1 heure et en fait, au départ, il faut que nous arrivions à faire nos interventions en 40 minutes et 15 minutes sont déjà passées. Donc, j'ai l'impression en fait, de faire une épreuve sportive. Je vais passer la parole donc rapidement à Ismaël El Mansouri, qui est présenté sur votre programme comme chargé du mécénat au château de Chantilly, qui par ailleurs a travaillé plus largement sur cette question des nouveaux défis des musées sur l'aspect financier. Il se trouve qu'il vient de changer de profil et il va vous expliquer tout ça. Bonjour à tous. D'abord, merci à l'association pour l'invitation et au Palais de Beaux-Arts de nous recevoir ici. Alors, petite précision en premier lieu sur ma situation, puisque quand on m'a contacté pour l'intervention, j'étais au château de Chantilly, chargé de projet, mécénat, et fin août, ma mission s'est terminée, donc je n'y suis plus, donc je ne parle évidemment pas en nom du château, mais en tant que quelqu'un qui a travaillé dans le milieu, et par ailleurs, j'avais fait 2 ans depuis 2019 jusqu'en fin 2021 au ministère de la Culture, et c'est là où j'avais rencontré Pierre. Enfin, on travaillait dans le même immeuble, enfin dans le même bâtiment. On était dans le même bâtiment, on se croisait souvent. Petite anecdote. La thématique de la journée est intitulée « Un monde qui change ». Et notre table ronde, qui devait être la deuxième, mais elle est en premier, mais c'est un détail,
tourne autour de la question un peu épineuse de la transformation et les enjeux des musées aujourd'hui. Et vous savez tous, parce que je vois en fait la majorité du public, c'est des professionnels de la culture. Donc vous savez tous cette question et son importance aujourd'hui. Il y a quelques mois, on sait tous que rien que la définition du mot musée a été modifiée. C'est des questions qui sont toutes récentes et importantes. Et donc face à tous ces changements, évidemment le mécénat évolue et change, s'adapte. Et évidemment, moi, mon rôle ici, je ne vais pas vous parler et énumérer tous les défis auxquels fait face le monde culturel, notamment, précisément les musées. Les collègues et les intervenants de la journée le feront beaucoup mieux que moi. Mais comme le monde change, le monde culturel change, les habitudes changent et les pratiques changent. Et donc, forcément, le mécénat se développe et change aussi, et ça fait des réactions, notamment une que je voudrais soulever, c'est d'abord celle du gouvernement, et depuis quelques années, hein, parce que depuis le début, depuis le 2003 en fait, la loi qui a été portée par Jean-Jacques Aegon sur le mécénat, qui a permis son développement et sa démocratisation, on a remarqué que le manque à récupérer en termes de fiscalité a été multiplié par 3. Et donc le gouvernement a essayé de remédier à cette question et proposer des lois pour limiter. Donc en soi, c'est un défi, et c'est un gros défi pour le mécénat. Et il faut toujours dire que ce n'est pas une niche pour les entreprises. Quand on fait du mécénat, ce n'est pas pour bénéficier des systèmes fiscaux. Moi-même, j'ai déjà eu des entreprises, sont les citer, qui faisaient des dons assez importants sans jamais demander de reçu fiscal. Donc ce n'était pas du tout leur motivation première. Pour moi, le premier défi sur lequel je voudrais insister, et c'est peut-être à mes yeux, c'est le plus important, c'est en interne. Au sein des institutions elles-mêmes et des établissements culturels. Et pardon, parce que je parle souvent du culturel, parce que c'est le thème, mais en fait, le mécénat ne touche pas seulement le monde culturel. Le monde culturel vient en deuxième position. Je crois que c'est 18% du budget annuel 2020, enfin budget du taux du mécénat, et en premier lieu vient en premier lieu le domaine social avec 22%, et le domaine éducation et sport avec 15%. Donc la culture c'est en seconde position. Mais ça reste toujours en interne une problématique qui est toujours pas bien exprimé, développé. Ce que je veux dire par là, c'est qu'au sein même des mêmes établissements qui ont un service mécénat, les autres équipes ne savent même pas ce que c'est souvent le mécénat, ce que font les mécénats. Et il y a quelques mois, j'avais rencontré la responsable mécénat de la BNF, qui est quand même une grande institution et qui possède un service assez important de mécénat, et qui m'avait expliqué que récemment, des gens des départements chez eux disent souvent, en fait, c'est ce qu'on entend souvent, que le mécénat, c'est le service qui organise des cocktails et des soirées pour recevoir, ce qui est complètement faux. Donc c'est toujours cette vision que nous avons. Et moi, dans mes expériences au ministère et puis au château de Chantilly, etc., j'ai pu le constater, et je le constate encore en discutant avec d'autres collègues dans d'autres établissements. En interne, le plus important est de repenser ça et de lui donner sa valeur comme un service toujours autant important que tous les autres. Et voilà, ça c'est le premier élément. Le renforcer passe aussi par renforcer l'équipe. Il n'est pas possible d'avoir une équipe mécénat dans des grands établissements constituée d'une seule personne. Voilà. De nombreux établissements que j'ai fréquentés, notamment le château de Chantilly, qui est un grand établissement, mais ils n'ont qu'une seule personne et c'est pas possible. Si vous prenez par exemple, j'ai évoqué la BNF, c'est plus de 4 personnes, enfin c'est un gros service.
le Chambord, le Louvre, tous ces établissements qui rayonnent, c'est en partie parce qu'il y a... Enfin, c'est pas seulement, mais parce qu'ils possèdent une très bonne équipe complète, parce qu'une seule personne, c'est littéralement pas possible à gérer. Il faut également, un des défis qui se présente au mécénat et à ceux qui pratiquent ce métier, c'est de repenser la stratégie. Et en réalité, elle n'est pas à repenser aujourd'hui, mais il faut la repenser tout le temps. Elle est tout le temps à rénover, à repenser, et particulièrement aujourd'hui, puisque nous avons des problématiques et des catastrophes aussi. Enfin, le Covid en est une. Et donc, ce service est invité à s'adapter continuellement avec l'actualité qui est là. Le Covid a été à la fois un coup dur, mais en même temps, certains pourraient dire non, puisqu'il y a eu des plans, par exemple, plan France Relance de la part du gouvernement qui a aidé pas mal d'établissements, et heureusement, parce que certains n'auraient pas pu survivre. Certains grands groupes ont aidé pas mal, mais c'est pas que ça reste anecdotique, c'est exceptionnel. Et ça reste exceptionnel. Il faut vraiment, on peut pas s'appuyer là-dessus continuellement. Donc il faut trouver d'autres stratégies. On a un autre défi, c'est le climat. Le climat, évidemment, le défi, il est là depuis quelques années, depuis plusieurs années. Mais aujourd'hui, ce qui change, c'est que chaque entreprise, chaque groupe qui décide de fournir des fonds et de mécéner, c'est le deuxième point dont je voulais parler. Ils sont plus attentifs à l'impact de leur action. Et ça, c'est très important. On va presque vous demander un cahier de charge de l'impact de l'action de l'entreprise. Qu'est-ce qui va changer en termes de... souvent, c'est l'environnement, c'est le climat, mais ça peut être d'autres problématiques sociales, culturelles, etc. Donc, il faut intégrer ce volet climatique dans la stratégie. Donc, je vais essayer d'être très rapide. Le Covid, comme je disais, j'en reviens puisque ça a engendré un changement dans les pratiques, et notamment les groupes qui donnaient de manière assez régulière deviennent plus durs dans la négociation, et ils donnent quasiment plus. Il y a certains groupes qui ont réduit drastiquement leur budget alloué au mécénat. Et donc, là encore, ça invite le mécénat à se réinventer, à trouver d'autres alternatives de négociation, de proposition de projet, puisque c'est ça le mécénat, c'est trouver quelque chose qui va intéresser l'entreprise pour associer son image avec vous. Rapidement, les autres points, c'est... J'allais évoquer la question de la promotion. En gros, c'est un peu la communication. Communiquer davantage. Ces dernières années, c'est devenu plus important, c'est vrai, mais on n'en est pas encore à quelque chose de massif, puisque autour de moi, personnellement, avec tous les amis de mon entourage, on ne sait toujours pas ce que c'est le mécénat. Enfin, les jeunes, les amis, enfin, ils participent jamais, enfin, ça leur vient même pas à l'esprit, alors que c'est une question, et Pierre l'a évoqué, c'est que dans son diapo, le citoyen peut participer, même avec des petites, surtout, des petites sommes. Par exemple, le Louvre, quand ils veulent acheter certaines œuvres, ils lancent une opération et tout le monde est invité à participer. Ça commence à 1 euro, 2 euros, et ça peut aller beaucoup plus loin. Donc, malheureusement, le temps presse et j'ai pas eu assez de temps pour développer davantage mon propos, mais je vous remercie en tout cas. Voilà. Merci.
Non, je suis vraiment désolée, c'est qu'on a un rendez-vous en fait internet avec la représentante donc, de l'Association des maires de France. Donc je vais passer la parole à, je crois, dans un premier temps, Valérie Joyot, qui est rattachée au service des collections à l'Université de Nantes, et puis à Florent Laroche, qui est maître de conférence à l'École centrale. Je vais essayer de faire rapidement. Et vous allez nous parler d'un aspect du numérique dont on n'a pas l'habitude de parler quand on se retrouve entre responsables de musée, qui est l'aspect recherche, et non pas public cette fois-ci, et qui est une nouvelle ouverture dans ces journées professionnelles. Merci. Alors, du coup, je vais commencer. On va essayer de faire vite. Donc, on va faire une présentation à deux voix. On a travaillé effectivement donc, dans le cadre en fait, de l'axe 5 de la grande enquête menée par la GCPF pour son centenaire. Et nous avons essayé de faire un état des lieux en fait, des projets de recherche qui ont été financés ces quelques dernières années et qui ont concerné le patrimoine et le numérique, et aussi comprendre un peu leur organisation. Voilà, quelques points qui peuvent se présenter. Donc nous sommes basés sur des projets labellisés ANR. Donc l'ANR, juste pour rappel ou pour information, l'Agence nationale de la recherche qui vise à promouvoir la recherche française par projet et stimuler l'innovation. Elle favorise du coup l'émergence en fait, de projets collaboratifs entre des institutions publiques et des entreprises privées. Du coup, au niveau du contexte de cette étude, nous avons travaillé sur les projets financés, enfin labellisés par l'ANR entre 2005 et 2019. 2005, la date de la création de l'ANR, puis 2019. Donc, il y a un peu plus de 20 000 projets qui ont été financés dans cette période-là, hors des projets d'investissement d'avenir. Ils concernent une grande diversité de thématiques, tant scientifiques que culturelles, et à des niveaux de maturité technologique aussi très variés. Nous sommes basés sur un jeu de données en fait, qui est fourni par l'ANR concernant ces projets, jeux de données qui sont dans les obligations, en fait, conformément au principe de l'Open Government et les lois pour la République numérique. Donc ces jeux de données nous ont permis après d'explorer justement ces projets de recherche financés. Donc voilà, on a fait quelques courbes, quelques graphiques un petit peu pour vous représenter les résultats qu'on a pu en trouver. Donc déjà, on voit que le nombre de projets labellisés sur les différentes années en fait, augmente significativement depuis 2016. On voit aussi que le positionnement géographique, donc sur ces cartes, quels sont les positionnements géographiques des structures qui sont impliquées dans les projets. Donc du coup, pour revenir un petit peu à l'étude, donc, nous avons extrait parmi ces 20 000 projets, en gros une centaine de projets, 101 projets précisément, en utilisant des critères de recherche qui comprenaient des aspects tant patrimonial que numérique, patrimonial mais aussi culturel. Ont été omis tout ce qui touche au big data, aux données de la recherche, à l'enseignement, aux objets intelligents, à l'interaction homme-machine. Par contre, ont été inclus tout ce qui concerne la conservation-restauration, l'intelligence artificielle, les humanités numériques et la reconnaissance de texte. Donc du coup, ce qu'on note déjà, voilà. Parmi les projets, en fait, on voit que l'outil numérique va être utilisé de 3 manières différentes. Souvent comme l'outil de communication ou de présentation en termes de fin de projet de recherche. Il peut être aussi utilisé comme l'outil principal de l'étude, de l'élément patrimonial, ou effectivement en tant que lui-même élément de l'étude avec une application patrimoniale. Les types d'outils ou technologies numériques, alors pas tout de suite, juste encore un tout petit peu. Les types. Pour faire accélérer. Oui, voilà, j'ai bien senti que. Voilà. Donc les technologies utilisées la plupart du temps, enfin en tout cas ce qui ressort le plus, c'est la 3D, l'extraction de connaissances, l'intelligence artificielle et les SIG, donc système d'information géographique. Les domaines patrimoniaux ou culturels les plus représentés sont l'archéologie, les archives, les corpus de texte, l'étude de l'histoire médiévale et la musique et ou son. Et enfin, les projets concernent essentiellement la conservation et la valorisation en ligne des collections afin de les rendre accessibles, d'assurer leur pérennité, d'améliorer leur connaissance et la conservation. Et alors là, on peut passer, voilà.
Ensuite, on a cherché un petit peu à comprendre l'organisation et la structuration des équipes de recherche en fait, de ces projets sélectionnés. Donc, en moyenne, c'est 5,5 structures voilà, parmi ces projets de recherche. On a 29 projets qui ont 1 à 2 partenaires et 19 projets qui en ont entre 6 et 11. Parmi les structures culturelles impliquées, on compte seulement 13 musées de toutes disciplines confondues qui sont partenaires. On compte 10 projets qui ont pour partenaire au moins une bibliothèque. Et on retrouve parmi ces bibliothèques 6 fois la BNF, quand même. À noter aussi que sur les plus de 20 000 projets, on a 66 projets qui ont comme au moins un partenaire, un musée. Et il y a 6 projets qui ont 2 musées partenaires. Un seul musée, une seule institution patrimoniale en fait, est coordinateur lui-même de son ANR. Donc c'est aussi assez à noter. Enfin, on a 18 structures muséales étrangères qui sont mentionnées dans les projets. Enfin, de nombreux muséums aussi participent à des projets de recherche, mais non pas sur l'aspect, on va dire, patrimonial, mais plutôt sur des recherches qui vont être liées à l'évolution climatique ou à l'impact de la biodiversité ou des écosystèmes, des choses comme ça. Voilà, donc on va passer... Merci beaucoup. Bonjour à tous, chers collègues. Je suis vraiment ravi d'être là parmi vous. Merci aux organisateurs et à Catherine plus particulièrement pour l'invitation. Alors effectivement, je ne suis pas un professionnel du musée, même si je travaille avec de nombreuses institutions patrimoniales. Je suis chercheur au LS2N, qui est le laboratoire des sciences du numérique de Nantes. Nous sommes 550 chercheurs à travailler sur toutes les problématiques qui touchent au numérique. Et moi, j'en ai une qui me touche plus particulièrement, c'est l'utilisation des connaissances, tant sur la partie capitalisation, modélisation et valorisation. Du coup, effectivement, ça fait un lien avec les activités des musées. On a parlé de changement vis-à-vis de l'étude qu'on a menée avec Valérie. Effectivement, il y a plusieurs changements qui s'opèrent. Tout d'abord, on peut voir un changement dans les attentes des publics. Je pense que, voilà, comme le disait Pierre tout à l'heure, le citoyen aussi a besoin de quelque chose d'un petit peu nouveau. Le numérique a une place de plus en plus importante. Il suffit d'ouvrir les quotidiens ou la télé pour voir effectivement les pubs de la société Meta actuellement, qui sont absolument incroyables. On pourra en débattre ultérieurement si ça vous intéresse. Mais c'est aussi, du coup, un changement dans les outils des experts, dans les habitudes de travail où le numérique doit prendre sa place. En termes de recherche, on fait beaucoup de choses et je pense que c'est vraiment le moment de renforcer ces liens. Avec l'étude qu'on a menée, ça montre plusieurs choses. La première, c'est que parfois on observe un peu un dilemme structurel au sein des institutions qui possèdent un service de recherche et qui connaissent bien finalement le monde de la recherche scientifique. Et puis de l'autre côté, les opérationnels qui ont un besoin de développer des outils numériques, qui ont un besoin de développer un certain nombre d'applications. Et là, on fonctionne plus par opportunité, je vais y revenir dans quelques instants, avec les entreprises. La deuxième, c'est la connaissance, ou plutôt justement, j'aimerais dire, la méconnaissance des laboratoires scientifiques qui travaillent dans le numérique, puisqu'on est extrêmement nombreux sur tout le territoire national et à l'étranger. Pour autant, la cible culture et patrimoine art est souvent, comment dire, allez, je vais lâcher le mot, est un prétexte à faire de la recherche scientifique en numérique, alors qu'en fait, chacun devrait apporter ses problématiques. Je vais revenir dans quelques instants sur la notion de la bijectivité. Et enfin, la place des industriels, qui est le troisième acteur. Trop souvent, moi, je constate en fait des interactions avec des industriels ou des fournisseurs de technologies d'usage. En fait, il faut savoir que toutes les technos n'existent pas sur étagère, même si on va voir dans des salons des super logiciels qui fonctionnent à la perfection. Moi, je crois beaucoup que finalement l'artisanat, ce qu'on appelle la personnalisation, est indispensable et il faut absolument se façonner nos outils à façon. Alors ça vient totalement en opposition avec le numérique, puisqu'on a des modèles qui veulent gérer en fait notre monde numérique, ce qu'on appelle des métamodèles. Donc on veut d'un côté du cas particulier et de l'autre côté on veut généraliser. Donc il faut trouver... Intéressant, hein. Ça y est. Pas dire du mal. Ouais, c'est Meta qui est venu par là et qui dit arrête Florent, tu racontes des bêtises. Non, tout ça pour dire du coup qu'effectivement les industriels, on est à la frontière de, on veut un monde idéal. Vous avez tous entendu parler du jumeau numérique. Moi, j'essaye de démonter le concept même de jumeau numérique puisque ça n'existe pas.
On ne peut pas avoir un double numérique d'une entreprise ou d'une structure. On est forcément dans un modèle d'une structure, un modèle d'une entreprise. On ne peut pas avoir un double dans le monde virtuel. Voilà, sinon ça se saurait en tous les cas. Pardon ? Quelle chance Donc voilà, donc tout ça pour dire qu'il faut connaître également les scientifiques, mais il faut également connaître les industriels et savoir que finalement pour les industriels, généralement lorsqu'on fait un projet de numérique, c'est de la R&D pour eux et essentiellement de la R&D. Ça veut dire qu'on peut leur demander de repousser les limites de ce qu'on peut faire d'habitude et on peut leur dire voilà, mon cahier des charges, il est là, aidez-moi à construire une solution. Ok, vous n'avez pas le logiciel qu'il faut, mais on va le développer ensemble. Donc un deuxième aspect que je voulais développer et qui ressort de l'étude qu'on a menée avec Valérie, c'est le fait que tous les projets, vous l'avez vu, sont interdisciplinaires. Et ça pose effectivement une question qui est primordiale, c'est celle de se connaître pour pouvoir avoir une vraie complémentarité, une bijectivité des problématiques. Trop souvent, on entend les chercheurs du numérique qui disent « oui, moi j'ai une... » Décidément. Décidément, en même temps, on n'a plus besoin trop du PowerPoint. Et puis je crois en fait qu'il va falloir qu'on s'arrête. Il va falloir qu'on s'arrête. Du coup, c'est la conclusion. C'est plutôt ça, en fait. Donc, du coup, le troisième point que je voulais mentionner, c'est la sensibilisation, vous l'avez lu. La sensibilisation, en fait, à l'ouverture des connaissances. Là aussi, c'est un point qui est fondamental. Je l'ai dit en introduction, les publics changent, nos outils et nos expertises ont besoin d'évoluer. Et finalement, il faut qu'on se crée cette culture commune. Moi, je crois beaucoup que demain, il faut absolument que les chercheurs descendent de leur tour d'ivoire et viennent au plus proche des institutions pour répandre la bonne parole et qu'on puisse ensemble co-construire en fait, des réponses pour vos besoins à vous. Voilà. Bon, mais voilà, c'était juste une ouverture. Je crois que le numérique a dit qu'il fallait que je m'arrête. Merci. Bonjour, Rachel Suto. Je vais en profiter pour faire le lien entre la dernière question soulevée sur les enjeux écologiques et justement les personnes qui reviennent là, si vous voulez bien. Un élément d'évidence, pour reprendre ce qui a été dit avant, quand on est responsable d'établissement aujourd'hui, à travers le PSC, qu'il soit rédigé ou non, forcément, c'est un ensemble d'enjeux sociétaux qui sont travaillés et auxquels on passe le filtre de nos missions fondamentales, c'est-à-dire la conservation des collections et leur présentation au public. Donc, à ce titre-là, et pour témoigner du projet scientifique et culturel du Château Fort Musée Pyrénéen à Lourdes, qui est en train d'être rédigé, quasi achevé, et qui sera bientôt présenté aux élus, il y a 3 axes qui structurent l'ensemble des actions à prévoir pour les 5 à 10 ans à venir. C'est la question du care, la question de la transition écologique et la question de le réancrage pyrénéen de l'ensemble des fonds. Donc vous voyez que sur les 3 axes, il y a des choses qui sont extrêmement liées aux collections et les 2 autres axes, ce sont des choses qui sont liées aux modifications en cours de notre société. Et du coup, je fais le lien sur cet élément de réponse-là, comme un filtre du monde contemporain dans lequel nous vivons, et les musées n'en sont pas exclus. Donc je pense qu'il ne s'agit pas du tout d'une hystérisation, mais bien d'un ancrage dans la société d'aujourd'hui. Et du coup, je souhaite faire le lien avec la question des usages du numérique, de son déploiement, vis-à-vis desquels on trouve effectivement énormément d'intérêt, que ce soit en matière de recherche ou que ce soit en matière de rencontres avec des publics différents, mais pour lesquels, ne nous cachons pas derrière notre petit doigt, on est très très loin de pouvoir garantir d'une part une durabilité dans un temps long qui est le nôtre, celui du patrimoine, et d'autre part une réponse aux enjeux écologiques. J'aimerais bien avoir votre avis sur ça. Tu veux répondre, Moi, juste, effectivement, parce que l'intervention d'hier de la collègue qui était là du Palais des Beaux-Arts, qui a apporté ce point de vue de la valorisation donc,
ce que fait le musée au niveau de ses publics via le numérique, donc qui était un point de vue hyper intéressant. C'est vrai que nous, l'étude qu'on a menée, ça a été plutôt de voir ça du point de vue de la recherche, parce qu'effectivement, c'est souvent l'axe valorisation qui est le plus visible et puis qui est pas le plus simple, mais enfin en tout cas, vraiment le plus visible. Mais tout l'aspect pérennisation via la connaissance en fait des collections, c'est aussi quelque chose qui est beaucoup apparu en fait dans les études et les ANR qui ont été soutenues. Donc c'est vraiment complémentaire, je pense. Juste pour apporter un complément, merci beaucoup et vous êtes bien placé, Fillon, pour savoir qu'à Nantes, on a œuvré dans le numérique depuis maintenant une vingtaine d'années. Effectivement, tout à l'heure, j'ai lâché le gros mot dans le slide, le PGD, le plan de gestion de données. Je pense que pour beaucoup d'entre vous, et j'espère que ça vous parle, c'est une obligation. C'est un gros mot sur quelque chose qui existe depuis très longtemps, ça s'appelle un système d'information en fait, voilà, ça fait 30 ans que ça existe. Simplement, maintenant, on impose d'avoir un plan de gestion des données pour capitaliser, modéliser et garantir la pérennisation sur du plus long terme. Je pense qu'à l'échelle internationale, on œuvre pour mettre en place un certain nombre de standards et de normes, voilà, que ce soit CIDOC et autres, qui permettent de garantir une interopérabilité instantanée, mais une interopérabilité pour le futur également, puisque l'enjeu, c'est, dans 20 ou 30 ans, est-ce qu'on sera capable de rouvrir tous les modèles numériques et toute la donnée numérique qu'on a capitalisée aujourd'hui. Donc là-dessus, en termes de recherche, on y travaille. L'aspect durabilité, pour l'instant, je pense qu'il faut le mettre un petit peu de côté. Pourquoi ? Parce que, en fait, il y a tellement de choses à faire déjà dans les usages et dans les outils à développer que ça sera effectivement dans un deuxième temps que ça va se porter. Pour autant, je rejoins peut-être la question de tout à l'heure sur le Nouveau Relance. Alors, je suis navré, j'étais pas là hier, mais je pense qu'il y a effectivement des questions à se poser, de dire le numérique, est-ce qu'il faut y aller ou est-ce qu'il ne faut pas y aller ? Voilà. Qu'est-ce qu'on doit capitaliser ? Qu'est-ce qu'on ne doit pas capitaliser ? Qu'est-ce qui restera à l'état de papier ? Qu'est-ce qu'on va digitaliser ? Alors là, je me fais l'avocat du diable, mais peut-être que c'est intéressant de se dire on digitalise parce que peut-être un objet ou une archive, un jour, on ne pourra plus du tout l'ouvrir physiquement. Et du coup, c'est bien d'avoir son double numérique, pour le coup. Et puis, ça permet aussi, moi, je dirais, de pallier à la multiplication des objets physiques. C'est-à-dire que si on se concentre un peu sur la fonction, la mission, le porteur de sens de notre objet qui a été virtualisé, je prends le cas des ouvrages, par exemple. Effectivement, les ouvrages, on ne va pas s'amuser à numériser 12 000 ouvrages du même titre, en fait. Il n'y a aucun intérêt. On va en avoir un et ça suffira. Peut-être un ou deux parce qu'il y a eu des variantes. Mais voilà, je pense que le numérique, ça va permettre aussi de faire un petit peu du tri dans ce qu'on souhaite numériser. Et n'oublions pas, l'objectif, c'est le transférer aux générations futures. Voilà. Donc, il faut aussi qu'on soit capable de leur rendre des données qui soient intelligibles. C'est pas le tout de numériser des terras de données. Tout à l'heure, effectivement, M. Milton, vous parliez de... Je vous cherche des yeux, je ne vous vois plus, navré. Il est parti. Monsieur Milton parlait effectivement de l'aspect numérisation des appels à projets de la DRAC. Je voulais intervenir parce que ces appels, ils sont très bien, mais ils engagent à produire une donnée numérisée et présentée au public en un laps de temps qui est d'1 an. Ce qui est absurde, en fait. Le temps de la recherche, c'est du temps moyen, c'est du temps long. Le temps des institutions muséales, c'est du temps long. On ne peut pas produire de la donnée numérique sur du temps très court. Voilà.